Bienvenue à tous dans cette présentation des mémoires d'actuariat. Je m'appelle Gaëlle Pincemin et je suis actuaire IA, consultante dans le cabinet Primact, et je vais vous présenter les travaux de mon mémoire que j'ai réalisé dans ce même cabinet. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui traite des risques climatiques et de la mortalité, avec un focus sur le risque canicule, pour lequel on va évaluer les impacts à l'horizon 2070. Donc, pour commencer, les risques climatiques sont énormément étudiés en actuariat. On trouve de plus en plus de recherches, de mémoires, de publications, mais quasi exclusivement en assurance non-vie. On va étudier le risque inondation, le risque grêle, le risque tempête. Et donc, on va voir tout ce qui est plutôt dommages en coût ou alors en perte d'exploitation. On a finalement assez peu d'études actuarielles qui mêlent à la fois les risques climatiques et les impacts en mortalité. On est donc au début des questionnements sur ce sujet. Également, avec le changement climatique et ses conséquences, on a le milieu financier et assurantiel avec ces acteurs, que ce soit l'EIOPA ou la CPR, qui commencent à se questionner sur le sujet et qui interrogent les acteurs sur leur résilience face à ce nouveau risque. Donc, dans ce contexte, ce mémoire cherche à évaluer les impacts du changement climatique sur le risque physique, exclusivement en mortalité. Et il en est rapidement ressorti que les vagues de chaleur et l'évolution des températures à long terme constituent l'une des inquiétudes principales en termes de mortalité. Avec l'augmentation tant en fréquence qu'en intensité des vagues de chaleur, couplée à un vieillissement de la population, on a une exposition à ce risque qui est grandissante et on peut s'attendre à des conséquences qui sont assez importantes. Donc, l'objectif de ce mémoire était en premier temps de comprendre et d'analyser le risque canicule et en second temps d'essayer d'évaluer les impacts en mortalité. La présentation va se diviser en 4 sous-parties. Pour commencer, on va étudier et décrire plus précisément le lien entre les taux de décès et les températures. Ensuite, on va plus spécifiquement étudier les canicules, qu'elles soient d'abord historiques et ensuite on va regarder grâce au modèle climatique les canicules prospectifs. Une fois qu'on aura réalisé cet état des lieux, on va essayer de modéliser le lien direct entre décès et température et réfléchir sur la calibration et les paramètres du modèle. Enfin, pour terminer, on va évaluer les impacts prospectifs des vagues de chaleur en suivant 2 scénarios climatiques du GIEC, un plutôt optimiste et un second pessimiste. Avant de commencer, je vais juste faire un point sur la provenance des données qui ont été utilisées dans ce mémoire. Donc, pour cette étude, il était nécessaire d'avoir des données à un pas assez fin, idéalement journalier. Et pour avoir des données aussi fines, c'est assez compliqué. En France, on n'a pas accès à des open source avec des données journalières en mortalité. Donc, j'ai fait appel à un réseau qui s'appelle le réseau Ketley-Prodego, qui met en relation des organismes tels que l'INSEE avec des étudiants et des chercheurs. Et il est possible, en leur faisant une demande, de récupérer gratuitement de nombreuses bases de données. Pour mon cas, j'ai fait une demande d'une agrégation de l'état civil uniquement pour la France métropolitaine, avec des variables disponibles comme l'âge du défunt, son sexe, son lieu de décès. Il existe un très, très grand nombre de variables permettant de faire beaucoup d'études. Donc, si ça intéresse des personnes, vous pouvez vous rapprocher de ce réseau pour faire des demandes. Ensuite, ces données, j'ai eu un historique qui datait de 1975 jusqu'aux dernières disponibles à l'époque de ma demande. Donc, j'ai récupéré jusqu'à l'an 2019 et j'avais donc accès à une mortalité journalière entre ces deux dates. Concernant les températures historiques, j'ai utilisé une base en open source d'une base de données climatologiques du NOAA, donc qui est un organisme américain. La base de données utilisée dans cet organisme s'appelle la GHCN et elle donne accès aux relevés météorologiques journaliers de nombreuses bases dans le monde. En France, j'en ai sélectionné 14 pour quadriller au mieux le territoire et faire une moyenne de température sur l'échelle de la France entière.
Il y avait quelques limitations sur la quantité de données possibles à extraire, mais on peut faire autant d'extractions qu'on veut. Donc, on ne peut pas en prendre autant d'un coup, mais on peut le faire plusieurs fois. Donc, après, on peut les agréger de notre côté. Concernant les températures prospectives qui sont issues des modèles climatologiques, donc on peut avoir accès gratuitement à ces modèles en sortie dans un portail qu'on appelle le portail DRIAS, qui a été mis à disposition grâce au projet Cordex. Et elles sont disponibles en fonction de chaque modèle qu'on sélectionne et de chaque trajectoire qu'on souhaite. Là encore, on a quelques limitations sur la quantité de données qu'on peut prendre en même temps, mais on peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc, pour commencer, on va d'abord regarder l'évolution assez globale des taux de décès en France, puis voir comment la température influe sur ces taux et peut provoquer des hausses ou des baisses en mortalité. Donc, annuellement, en France, on observe une répartition qui n'est pas homogène sur l'année. Elle est assez rythmée par les saisons et avec des décès qui sont majoritaires en hiver et minoritaires en été. Si on prend les chiffres de 2019, on comptait environ 1850 décès par jour sur les périodes hivernales contre 1500 décès par jour en été. Les décès sont majoritaires en hiver et cela s'explique par une circulation qui est active au niveau des virus, une recrudescence des maladies hivernales avec tout ce qui est maladies pulmonaires ou cardiovasculaires. Les températures très froides vont également avoir un impact sur les pathologies qui sont déjà existantes chez les sujets et ça va les aggraver et donc des fois les entraîner jusqu'au décès. Malgré tout, cette répartition annuelle, elle peut parfois être bouleversée par d'autres événements. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur ce nouveau graphique qui présente les taux de décès mensuels sur plusieurs années. On a la répartition annuelle qui change d'une façon importante en fonction d'événements. Donc, on peut citer les épidémies de grippe, par exemple. Donc, on voit la grippe de 2017 qui a entraîné une surmortalité de l'ordre de 14 000 décès, ou encore celles de 2015 et 2019 qui sont assez importantes et qu'on peut bien visualiser sur le graphique. On a également la canicule de 2003 qui a fortement marqué la France et également l'Europe. Sur cette canicule, on a enregistré une surmortalité de l'ordre de 15 000 décès en France et de 70 000 décès à l'échelle de l'Europe. À titre de comparaison, j'ai ajouté les taux mensuels de 2020 avec les épidémies de Covid pour qu'on se rende compte un peu de l'impact. Donc, la première vague de Covid qui a engendré une surmortalité de l'ordre de 20 000 décès et la seconde de 25 000. On va cette fois-ci regarder les taux de décès, mais en vision journalière. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut repérer facilement le taux record enregistré durant la canicule de 2003. Et on voit finalement qu'il s'agissait uniquement d'un pic, d'ailleurs le plus important historiquement, et sur la vision du graphe dernier, on était un peu biaisé parce qu'on avait une vision de taux mensuel et on pouvait l'impression d'avoir une vague, alors qu'en réalité, il s'agit d'un événement qui est très court au niveau du temps. Un autre point important à comprendre, c'est que quand on regarde des taux de décès, les taux de décès sont déterminés par deux tendances qui évoluent en sens inverse. On a d'une part la mortalité à un âge donné et d'autre part la répartition par âge de la population, c'est-à-dire la pyramide des âges. Et donc, historiquement, on observait une baisse des taux de mortalité qui était due à l'amélioration de l'espérance de vie. Et depuis les années un peu plus récentes, on voit que ces taux commencent à réaugmenter et ça s'explique par un vieillissement global de la population française et donc une augmentation de ces taux de mortalité. Si on regarde la proportion des plus de 60 ans en France, il représentait une vingtaine de pourcents en 2000 contre 26% en 2020 et quand on regarde maintenant les projections de l'INSEE, il est prévu que cette part des personnes de plus de 60 ans dans la population représentera environ 31% en 2040 et jusqu'à presque 35% en 2070. Si on regarde maintenant de façon un peu plus fine, avec une vision au jour le jour, on regarde la température moyenne journalière et les taux de décès. Donc, la température moyenne, elle est en orange et les taux de décès, c'est la courbe
en noir, on peut voir qu'en été, les dynamiques entre les températures et les taux de décès semblent assez similaires et évoluent dans le même sens. Donc, on peut s'attendre à une corrélation assez importante. Donc, on peut facilement la calculer avec un coefficient de corrélation très simple, comme la corrélation de Pearson. Et on va voir des coefficients de corrélation qui sont supérieurs de 0,5. Ça atteste d'une corrélation assez importante entre les deux et qui évoluent dans le même sens. En hiver, la corrélation est beaucoup plus faible et en sens inverse, c'est-à-dire qu'on observe une augmentation des décès face à la baisse des températures et la dynamique ne correspond pas car les effets du froid sont finalement différés. On parlait tout à l'heure que c'était des effets dus à l'apparition des maladies et donc les effets du froid apparaissent que quelques jours après l'exposition initiale du sujet à une température fraîche. Au global, cela donne une relation en forme de UV. C'est une relation qui est assez bien documentée dans la littérature. Et on observe sur cette relation un minimum qu'on appelle l'optimum thermique. Et cet optimum, il correspond au taux de décès minimal à la température pour lequel le taux de décès est minimal. C'est une variable qui sert de référence et qui varie en fonction des régions. Donc, si on regarde à l'échelle de la France, en toute logique, il est plus élevé dans les régions au sud du pays et plus faible dans le nord. C'est une variable qui peut être assez intéressante si l'on souhaite comparer la résistance d'une population à un milieu ou encore si l'on souhaite regarder l'acclimatation d'une population au fil du temps. Même si il faut noter qu'il y a beaucoup de variables extérieures qui peuvent intervenir et jouer sur cet optimum. Donc, on peut penser à tout ce qui est amélioration de la technologie, le développement de l'air conditionné, la médecine. On peut en citer à plein de variables qui vont avoir une influence notable dessus. Donc, pour en revenir à notre courbe UV, donc forcément, déjà, elle va dépendre de la période d'observation, vu que les taux ne sont pas stables dans le temps et ont baissé sur les premières années et réaugmentent récemment. Mais ce qui est assez important à regarder quand même, c'est sur la courbe qui est en vert, donc qui représente 2000-2010. On voit que l'impact de l'année 2003 est assez important et a rendu le côté de la courbe sur les températures élevées beaucoup plus droit. Donc, on a eu accès à on a eu des taux de décès qui étaient très élevés pour des températures très élevées également. Au global, alors on peut aussi regarder une répartition entre hommes et femmes et on voit qu'il existe une distinction entre les deux sexes et on a l'impression d'avoir une sensibilité accrue des femmes sur les chaleurs extrêmes. Donc, on va regarder un peu plus précisément cette différence. Donc, sans grande surprise, les hommes et les femmes ne sont pas égaux en matière de risque de décès. Donc, les taux de décès des hommes sont supérieurs à ceux des femmes et on a une espérance de vie qui est différente entre les deux. En 2017, on a une espérance de vie chez les hommes à la naissance qui est de 79,7 ans contre 85,6 chez les femmes. C'était d'ailleurs la différence la plus importante d'Europe. Et sur le graphique que je vous ai tracé, on peut observer les taux de décès en vert pour les hommes et en jaune pour les femmes. Et donc, on voit déjà qu'ils suivent le même motif de saisonnalité. Mais en période hivernale, les taux des hommes et des femmes semblent finalement assez proches et presque se recouper. On a un autre point aussi qui est assez important, c'est face aux vagues de chaleur, les taux de décès des femmes semblent être plus sensibles. Et on voit sur la canicule de 2003 que les taux de décès chez les femmes ont même dépassé ceux des hommes. Et c'est un phénomène qui a été bien documenté et on peut trouver des études sur le sujet. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que les températures n'ont pas des impacts uniquement directement sur les nombres de décès, mais on a, par le lien direct avec les hommes, mais il y a des dommages collatéraux qui peuvent apparaître. Ils peuvent participer à la prolifération des maladies vectorielles via les moustiques. Donc, ces dernières années, les moustiques se sont proliférés sur la quasi-intégrité du territoire français. Ces moustiques sont responsables de maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore le virus Zika. Aujourd'hui, il existe des
plan de lutte, mais aucun vaccin ou traitement curatif qui est vraiment efficace pour prévenir ces infections. Et le changement climatique, avec l'augmentation de la température moyenne et la réduction des périodes hivernales, participe à sa prolifération. Donc, on peut citer les travaux sur ce sujet du cabinet Aoun qui a évalué les impacts en suivant le scénario le plus pessimiste du GIEC, donc le RCP 8.5. Et ils estiment en l'an 2030 plus d'1 million de personnes qui pourraient être touchées par ces virus, en allant jusqu'à 2 millions en 2040. Et cela provoquerait à peu près 2000 décès par année. Un autre dommage collatéral, c'est tout ce qui est pollution atmosphérique. On sait que la température influe sur la concentration de l'air en ozone et le cumul entre vagues de chaleur et forte concentration en ozone peut transformer une vague de chaleur finalement assez classique en vague de chaleur beaucoup plus meurtrière. Enfin, à plus long terme, on peut citer les impacts des UV sur la population. Même si les projections climatiques sont plutôt optimistes et prévoient une réduction des rayonnements UV pour l'ensemble des scénarios dans l'hémisphère nord, cela vient du fait d'une reconstruction de la couche d'ozone qui vient de la baisse des émissions de gaz halogénés. Mais malgré tout, les UV représentent un risque de santé assez accru pour la population, notamment au niveau des cancers de la peau. Et j'ai cité une étude ici qui montrait qu'une augmentation d'1 degré de la température moyenne augmentait le nombre de carcinomes de l'ordre de 5,5%. Enfin, un dernier point, c'est tout ce qui est impact sur les dommages agricoles, donc avec les sécheresses, et ensuite les conséquences au niveau des famines. Donc, ça concerne majoritairement les pays tropicaux. Et on peut citer les résultats les dernières publications de l'ONU qui prévoient qu'il y aurait 600 millions de personnes supplémentaires qui pourraient être impactées par la malnutrition causée par le changement climatique. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus spécifiquement aux vagues de chaleur. Dans un premier temps, en les définissant et ensuite en regardant l'historique en France uniquement métropolitaine. Et après, on va regarder les dommages associés humains. Et ensuite, on regardera les trajectoires prospectives. Donc, il n'existe pas de définition universelle, claire de canicule. Mais dans ce mémoire, je me suis appuyée sur la définition au sens du PNC, donc du Plan national canicule, le plan d'alerte. Donc, c'est les définitions qui sont utilisées par Météo France. On va considérer qu'un jour T est considéré comme caniculaire si sa moyenne mobile sur 3 jours glissants de sa température de jour et de nuit est supérieure à des seuils qui sont définis par département. Une fois que le jour est considéré comme caniculaire, on va pouvoir enregistrer toute une vague et on va la caractériser en fonction de sa durée, de sa sévérité, donc c'est-à-dire la somme des écarts au seuil qui sont définis, et enfin l'intensité qui correspond au maximum de la sévérité. Donc, à partir de la base de données que j'ai récupérée sur l'organisme américain, j'ai tracé les canicules, les jours de canicule en France depuis les années 50, avec des seuils en moyenne sur la France et non par département. Et donc, on peut voir une augmentation assez significative des vagues de chaleur au fur et à mesure du temps, d'autant plus après les années 2000 et après 2010, on a pratiquement des vagues de chaleur sur chaque année. On peut voir de façon assez notable ici la canicule de 2003 et 2006 qui ont des durées assez importantes, mais pourtant elles ont eu des conséquences totalement différentes. Parce que sur ce graphique, on ne visualise pas en fait l'intensité des vagues et la sévérité. Donc, c'est pour ça qu'il est plus intéressant de regarder des vagues de chaleur sous cet angle-là, avec une vision en 3 dimensions, avec la durée, la sévérité cumulée et la taille des cercles et la couleur qui correspondent à l'intensité. Donc, la canicule la plus meurtrière historiquement en France et en Europe, c'est celle de 2003, donc avec plus de 15 000 décès. On voit 2006 qui a duré aussi très longtemps, mais avec des dommages beaucoup plus faibles. On peut également noter qu'après l'épisode de 2003, de nombreux pays en Europe et en France notamment
ont soit mis en place des plans de protection, soit amélioré ces plans de protection. Et on semble en tout cas voir que sur les derniers historiques, les décès ont largement baissé. Et aujourd'hui, on considère que si si on se retrouvait dans une période similaire à 2003 avec des températures et une durée similaire, on n'aurait jamais autant de décès que ce qu'on a eu. Maintenant, on va essayer de regarder ce à quoi on peut s'attendre au niveau des vagues de chaleur. Donc, pour ça, il faut d'abord utiliser des modèles climatiques. Donc, pour modéliser le climat, on va d'abord partir de trajectoires et d'hypothèses. Donc, les 4 hypothèses qui sont utilisées dans les scénarios du GIEC, donc ça s'appelle des RCP, et ils sont définis en forçage radiatif. Le forçage radiatif, il peut être approximativement défini comme la différence entre la puissance radiative reçue et la puissance radiative émise par la Terre. Sur ces 4 scénarios, on va partir du plus pessimiste, le plus pessimiste, le RCP 8.5, donc qui prévoit jusqu'à 5,4 degrés d'augmentation à l'horizon 2100, jusqu'au plus optimiste, le 2.6, qui lui a une augmentation de la température moyenne de l'ordre de 0,9 à 2,3. Ensuite, ces hypothèses sont transmises dans des modèles de climat. D'abord des modèles de climat qui sont globaux avec des échelles de 100 à 300 km. Et ce sont plusieurs modèles qui vont interagir entre eux, que ce soit des modèles atmosphériques, terrestres ou océaniques, et ils interagissent les uns avec les autres. Ensuite, pour avoir une descente d'échelle, on va passer à des modèles climatiques régionaux qui sont avec une résolution de l'ordre de 10 à 20 km et dont les limites au bord sont forcées par les modèles climatiques globaux. Ces modèles ont pour particularité d'être calibrés de telle sorte d'essayer de coller au mieux au passé. Ensuite, je vous ai mis un aperçu du portail DRIAS. C'est le portail qui met à disposition les données en sortie des modèles climatiques. On va d'abord choisir le modèle qu'on souhaite. Donc, en France, il existe 2 modèles principaux, le modèle du CNRM et le modèle de l'IPSL. On a le choix de prendre une sortie en vision journalière de 2020 à 2100 ou alors de prendre une simulation par indicateur par horizon de temps. Une fois qu'on a choisi son modèle, son scénario, on va prendre à l'échelle de la France les points qu'on souhaite analyser. Donc, on peut tout prendre si on souhaite, mais ça fait des données assez conséquentes et après, il faut savoir gérer une grosse quantité de données. Et pour mon cas, j'ai repris les 14 villes initiales que j'avais prises pour les données de température historique sur la base de données du NOAA. Une fois qu'on a sélectionné nos points géographiques, on peut choisir des variables. Donc pour mon cas, les températures minimales, maximales et moyennes. Mais si d'autres personnes sont intéressées, ils peuvent prendre des précipitations, de l'humidité, le rayonnement ou encore le vent. Et après, il ne reste plus qu'à choisir la référence temporelle qu'on souhaite étudier. Donc finalement, sur ces trajectoires journalières, j'ai recalculé au sens de Météo France les vagues de chaleur et je les ai retracées en fonction de leur sévérité et de leur intensité. Sur le RCP 2.6, on voit qu'avant 2050, on avait 12,5 jours de canicule par an sur la trajectoire qu'on a extraite du modèle du CNRM. Et elle baisse un peu après 2050 et se stabilise à environ 11 jours de canicule par an. Sur le 8.5, la trajectoire extraite est un peu plus faible avant 2050 avec 9 jours de canicule par an, mais augmente très rapidement pour en 2050-2070 passer à 16,5 jours. Et après 2070, on a plus d'1 mois de canicule chaque année. À titre indicatif, j'ai également tracé la canicule de 2003 pour qu'on puisse se rendre compte de l'intensité des vagues de chaleur qui sont attendues comparativement à ce que la France a pu connaître dans son historique. Et sur le RCP 8.5, on voit qu'on arrive à des vagues qui sont beaucoup plus importantes avec des durées allant jusqu'à plus de 40 jours. Donc maintenant qu'on a regardé un peu toute cette historique, on va passer à l'aspect un peu plus modélisation et voir comment on peut lier les températures et les décès.
Donc, le modèle retenu dans le cadre de ce mémoire est une adaptation d'un GAM de poisson, donc un modèle additif généralisé, qui contient à la fois des contraintes et des retards. Les hypothèses de modélisation des décès sont globalement classiques, avec un lien de fonction de Poisson où lambda, le paramètre de la loi, est égal à l'exposition fois la force de mortalité. Ce qui change réellement dans cette formule, c'est surtout dans les termes suivants. Donc, on a le premier terme explicatif qui contient la majorité des informations et qui va modéliser la principale partie des décès. Et ensuite, on va trouver deux sommes qui vont l'une modéliser le lien au froid et la seconde le lien au chaud. On a pour particularité dans ce modèle le fait qu'on va pouvoir prendre en compte les effets tardifs et donc retard des températures. On a vu que ce soit pour le chaud ou pour le froid, on a des effets qui peuvent être différés. On dit que ce modèle est également à contrainte parce qu'on a deux termes, les termes phi1 et phi2, qui servent à répartir chaque température dans la bonne somme. Donc, pour savoir si on va se trouver plutôt sur un lien au froid ou au chaud. On peut varier ces paramètres aussi. Le ZT, lui, correspond à la température du jour T. Et les bêtas, ça... Alors, je vais vous expliquer juste après. Donc, les bêtas, c'est ce qui fait le lien directement entre l'écart entre la température et le seuil et la variation au niveau des décès. Ces courbes bêta sont estimées par une régression B-spline. Et on peut voir ici, je les ai tracées pour les hommes et les femmes. La courbe bêta fait le lien avec le froid et la courbe bêta qui fait le lien avec le chaud. Donc, la courbe bêta qui fait le lien avec le froid, elle n'a pas un impact très important sur les premiers jours, mais par contre, elle a un impact durable. Ce qui fait que quand on va regarder sur la totalité de l'exposition, on va avoir un impact assez important lié aux températures froides, mais on ne va pas voir dans l'immédiat la réaction. Il faut attendre quelques semaines avant de pouvoir observer un effet. Alors que le lien au chaud est totalement différent. On a un impact immédiat qui est très rapide et ensuite il s'ensuit un effet moisson, donc c'est-à-dire un rattrapage. L'effet moisson, pour l'expliquer assez simplement, c'est le principe que on peut avoir des personnes qui sont soit extrêmement âgées, soit extrêmement malades et qui doivent mourir dans un futur assez proche. Et à cause d'une variable ou d'un facteur extérieur, leur décès se trouve un peu précipité et avancé de quelques jours. C'est pour ça qu'ici, on a un rattrapage. Et donc, au total, on va réduire l'impact lié au chaud, puisque si on regarde une exposition sur plusieurs semaines, on aura un impact moins important que si on regardait que sur un seul jour. Donc ensuite, pour calibrer ce modèle, j'ai dû faire le premier choix, c'était choisir la période d'observation. J'avais à ma disposition les données depuis 1975 pour les décès et les températures. J'ai fait un premier test en prenant les données de 1980 à 2019 et en faisant un test de qualité de prédiction, en calibrant le modèle jusqu'à l'année 2015 et en faisant un test de 2015 à 2019. Donc, on voit les données observées en violet et les données prédites en jaune. La première chose que j'ai pu remarquer donc, en faisant une étude assez simple des résidus, c'est que en hiver, on avait un décalage des fois qui pouvait apparaître et c'était dû aux épidémies de grippe. Donc, on voit l'épidémie de grippe de 2017 qui forcément n'est pas modélisée par le modèle puisqu'il n'a pas l'information. Et également, en été, on va surévaluer les décès puisqu'on a entraîné le modèle sur une période, je pense à 1980-2000, où les taux de décès étaient plus importants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, le fait de surestimer, le fait de prendre des années trop anciennes, ça surestime le nombre de décès. Donc, j'ai réduit la période à 2000-2019 en gardant quand même une période assez large pour avoir assez de données pour l'apprentissage du modèle. Mais un second souci s'est posé, c'est que l'année 2003 avait des effets indésirables. C'est-à-dire que si là, je montre le test de prédiction sur l'année 2019, qui a connu 2 vagues de chaleur durant l'été, on voit que le modèle a prédit des pics de mortalité beaucoup plus importants que ce qui s'est passé dans la réalité. Et il va utiliser son historique sur l'année 2003 quand il va retrouver des températures similaires et donc surestimer le nombre de décès.
Le choix a donc été fait de supprimer l'année 2003 du paramétrage, mais dans le mémoire, vous pourrez trouver une partie qui est quand même modélisée avec l'année 2003 et qui sert un peu de borne supérieure pour les estimations. On a pu observer aussi que les populations, elles ne sont pas toutes égales au niveau de leur réaction aux températures. Premièrement, au niveau de l'âge, l'impact n'est pas le même. Donc, pour vérifier cela, on peut regarder l'impact net, c'est-à-dire l'impact total sur le nombre de jours de l'exposition choisie. Il s'agit en fait de la somme des bêtas. En hiver, l'impact est vraiment croissant en fonction de l'âge, alors qu'en été, on a une vision globale qui est assez finalement stable et qui est expliquée par l'effet moisson. On a également une différenciation par sexe. Donc, les hommes et les femmes n'ont pas la même sensibilité face aux variations de température. C'est ce qu'on a pu expliquer au début de cette présentation. Et c'est pour ça que le modèle a été calibré avec une différenciation entre les deux. Donc, on a un modèle calibré par sexe et par groupe d'âge. Enfin, les derniers paramètres intrinsèques au modèle qui ont été choisis de telle sorte pour minimiser l'AIC et la déviance. On a pris une contrainte à 18 degrés qui sert à faire la distinction entre le chaud et le froid. Les durées d'exposition ont été fixées à 45 jours. Alors là, c'est à mi-chemin pour minimiser l'AIC et la déviance, mais également pour éviter de trop complexifier le modèle. Et en variable explicative, il a été pris l'année, le mois et le jour de la semaine. Mais on voit qu'on aurait pu ajouter d'autres choses, comme par exemple une indicatrice pour les épidémies de grippe, et ça aurait permis peut-être d'affiner le modèle. Enfin, on va regarder maintenant comment on peut transformer ce modèle pour l'adapter et créer un choc qu'on va appliquer à une table de mortalité. Donc, ce modèle, il est divisé en deux parties. La première partie qui va modéliser la quasi-totalité des décès et la seconde partie, les deux sommes, le terme W, qui est défini par sexe, par tranche d'âge, et on a un W pour chaque jour qui modélise les variations qui sont liées aux températures. Si on annualise l'expression et qu'on isole la force de mortalité, on se retrouve avec une force de mortalité fois exponentielle W, donc fois un choc, et ce choc, il va être applicable, nous, à des tables de mortalité. Si je repars de la démarche de A à Z, c'est-à-dire qu'on va partir d'une table de mortalité comme celle de l'INSEE de référence, on va calculer nos forces de mortalité à partir de nos QX. Ensuite, avec le modèle, on va calculer nos courbes bêta, qui sont définies avec la granularité qu'on a choisie. Ensuite, à partir d'une trajectoire de température, on va calculer nos termes W et on va après les intégrer à nos forces de mortalité de telle sorte qu'on va avoir des forces de mortalité qui intègrent des effets climatiques. À partir de là, on va juste rebasculer pour avoir des QX et donc avoir nos tables choquées. Alors, concernant la projection, donc une fois qu'on a bien vu toute la méthode, la modélisation, on a maintenant assez de bagages pour faire des évaluations prospectives. Donc, pour partir de notre méthode initiale, on repart de nos trajectoires climatiques avec les scénarios du GIEC. Donc, on part de ce qui était en sortie du RCP 8.5 et RCP 2.6. On va, sur ces trajectoires, calculer nos vagues de chaleur au sens de Météo France. Ensuite, on a des températures journalières. Dessus, on va pouvoir calculer des impacts journaliers avec le paramétrage choisi, donc les 45 jours et les 18 degrés pour se placer uniquement dans la somme du chaud. On va totalement supprimer les impacts au froid, vu qu'on va regarder ici juste les effets des canicules. Donc, c'est également pour ça qu'on rajoute une indicatrice de canicule pour ne comptabiliser un effet que si le jour est considéré comme caniculaire. À partir de là, on va concevoir nos tables de mortalité choquées. Donc, on en a deux pour les deux scénarios choisis. Et une fois qu'on a des tables, on peut calculer des indicateurs comme le nombre de décès ou encore le nombre d'années d'espérance de vie résiduelle perdue. Donc, je vous ai affiché ensuite les facteurs pour les femmes. Donc, on voit déjà exactement les vagues de chaleur. On peut
voir que sur la trajectoire 2,6, on était en moyenne un petit peu supérieur sur les années 2020-2050, mais après, on se restabilise et on rediminue, alors que le 8,5 tend vraiment à s'augmenter dans le futur. Et là, on s'arrête en 2070, mais il y a encore plus de vagues de chaleur, comme on pouvait voir dans le chapitre 2. Au niveau du nombre de décès, qu'est-ce que cela représente? Donc déjà, pour avoir le nombre de décès, j'ai dû prendre les projections de l'INSEE, donc les projections ONFAL qu'ils ont fait jusqu'en 2070. Donc, c'est les projections de population. Ces projections de population couplées avec les tables de mortalité permettent d'obtenir un nombre de décès. Donc, en vert, c'est la courbe classique telle que projetée par l'INSEE. Et ensuite, on a en jaune et en violet les projections avec les canicules de chacun des scénarios. On peut avoir des vagues qui sont très importantes. Donc là, à titre d'exemple, j'ai montré une des vagues des vagues de chaleur les plus importantes en 2065 sur le RCP 8,5. C'est une vague de chaleur sur cette trajectoire qui a duré 32 jours. On voit que c'est la troisième vague de chaleur de l'année et elle a une intensité de 18. Et cette vague entraîne sur le modèle plus de 18 000 décès. Une intensité de 18, pour rappel, l'intensité, c'est le maximum de la sévérité, c'est-à-dire l'écart au seuil. Les seuils qui ont été choisis ici sont de 30 degrés de jour et de 18 degrés de nuit. Donc, c'est-à-dire que si on coupe en deux, on dépasse de 9 degrés de jour, donc on est à 39, et sur la nuit, on est en moyenne à 27 degrés. Donc, c'est des températures vraiment très, très hautes et qui durent surtout un mois consécutif. En moyenne, sur les deux trajectoires, donc, les bilans en décès sont de l'ordre de 7 000 à 8 000 décès par an entre 2020 et 2070 pour le RCP 2,6. Et pour le 8,5, il commence plus bas avec environ 5 000 décès par an et augmente à plus de 10 000 en 2050-2070, mais devrait encore largement augmenter si on projette après 2070, ce qui n'est pas possible vu que je n'avais pas les projections de population après cette date. Maintenant, le problème de regarder le nombre de décès, c'est qu'on peut être assez biaisé par l'évolution des cohortes au sein de la population. Donc, on peut regarder l'espérance de vie résiduelle. On voit que l'espérance de vie résiduelle à 70 ans ici, elle était en 2020 elle est en 2020 pour les femmes d'une vingtaine d'années et elle baisserait d'un dixième à peu près. En 2070, c'est à peu près pareil pour le 2,6, mais par contre, on augmente largement pour le 8,5. Pour les hommes, les impacts sont légèrement plus faibles dû à le modèle qui considère que les hommes sont moins sensibles que les femmes, mais on perd quand même de l'ordre d'un dixième. Donc, c'est des résultats qui sont quand même assez faibles finalement en évolution au niveau de la mortalité. Enfin, quelques limites et pistes d'amélioration qui pourraient être possibles dans ce mémoire. Donc, d'abord, on a très peu de canicules historiques qui sont comparables avec celles qui sont prédites par les modèles climatiques. Donc, on a une absence de données historiques suffisantes. Enfin, les sorties des projections climatiques sont uniques et elles contiennent une part d'aléatoire qui est assez importante. Il aurait été bien d'avoir plusieurs sorties et de pouvoir ensuite en faire des moyennes. Et également le fait que l'acclimatation n'est ici pas prise en compte. Donc l'acclimatation, elle pourrait considérablement réduire les dommages en mortalité. On peut distinguer deux acclimatations, celle qui est liée d'abord à l'environnement, donc avec l'évolution de la technologie, de la médecine et tout ce qui est plan de protection des populations, mais également l'acclimatation physiologique, vu qu'on sait que l'être humain est capable de s'adapter à un nouveau milieu. Un dernier point que je souhaitais aborder avant de terminer cette présentation concerne l'évolution globale de la mortalité avec le changement des températures et pas juste sur les canicules. Dans ce mémoire, j'ai pris en compte uniquement les périodes de canicule et la partie du modèle qui lie les décès avec la chaleur. Donc, on pourrait appliquer ce modèle dans sa totalité en regardant les réactions au chaud et au froid. Pour ça, j'ai réalisé quelques projections vraiment simplifiées avec quelques hypothèses d'augmentation de la température moyenne.
Et on peut observer une augmentation des décès en période estivale, sachant qu'ici, on ne prend pas en compte des vagues de chaleur futures. Mais ce qui est assez intéressant à regarder ici, c'est surtout qu'en hiver, en fait, la mortalité va diminuer par l'augmentation des températures. Et on peut retrouver en ce moment des publications qui sont assez récentes et qui, sur le sujet et qui expliquent qu'avec l'augmentation de la température moyenne, finalement, dans les pays comme dans l'hémisphère nord, avec un pays comme la France, on va se voir réduire le nombre de décès sur les périodes hivernales et donc on aura une modification de la saisonnalité comme on la connaît aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse vous poser vos questions si vous en avez dans le chat et je vais tenter d'y répondre au mieux. Donc, j'ai une question pour la slide 34. On me demande pour la projection du nombre de décès, slide 34, avez-vous utilisé la table de mortalité actuelle ou une table de mortalité projetée? En vert, j'ai utilisé la table de mortalité actuelle et les autres. Ah non, pardon, j'ai pris les tables de mortalité classiques INSEE qu'on utilise nous tout le temps, et THTF. Bonjour, merci pour cette présentation. Avez-vous regardé également la différence sur les vagues de chaleur entre le nord de la France et le sud? Non, je n'ai pas regardé spécifiquement cette différence. Dans le mémoire, j'en ai un petit peu parlé parce que j'ai étudié 3 vagues de chaleur vraiment en détail. Donc, on voit les différences le, on peut voir un peu déjà que tout ce qui est zone côtière, c'est avec l'effet continental, sont un peu moins touchés par les canicules. Mais j'ai pas regardé spécifiquement la différence entre le nord et le sud de la France. Alors, pourquoi a-t-on une différence de hausse de mortalité entre les femmes sur la période 2020-2070 en effet de cohorte? Alors, après, j'ai pas vraiment étudié ces effets-là de cohorte. Moi, j'ai vraiment pris les projections et j'ai pas étudié les mouvements de cohorte, mais possiblement, ça serait un effet et c'est possible que ce soit dû à ça. On parle parfois de l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Est-ce un aspect que vous avez regardé? Alors non, pas du tout. J'ai pas du tout regardé cet aspect-là. Par contre, je pense à ça, il y a d'autres aspects qui peuvent être étudiés aussi. C'est tout ce qui est aspect en frais de soins et frais de santé. Et c'est des choses qui pourraient faire l'objet d'études complémentaires. Et j'ai mis à la fin de mon mémoire un passage à ce sujet. Et on voit que les coûts en frais de soins et frais de santé pourraient largement augmenter sur les périodes estivales. Bonjour, pourquoi le nombre de canicules avant 2050 est plus élevé dans le RCP 2.6? Alors, je me suis posé exactement la même question quand quand j'ai fait mon mémoire, mais je n'ai pas trouvé en regardant en détail dans les publications qui précisent comment fonctionnent les modèles et ces trajectoires. Et donc, je suis arrivée à la conclusion que cela devait provenir d'une part d'aléatoire dans ces sorties qui sont finalement uniques des sorties des climats. Donc, c'est une des seules explications que je peux trouver. Le support serait-il partagé également? Oui, le support est toujours disponible après sur le site de l'Institut des actuaires. Donc, il sera mis à disposition, je pense, dans les prochains jours.
Vous pouvez échanger avec Santé publique France pour comparer vos projections avec les résultats de leurs études sur les canicules et la mortalité. Non, je n'ai pas fait d'échange avec Santé publique France. Par contre, j'avais des résultats des fois qui étaient sensiblement différents d'eux. Après, parce que les études de Santé publique France regardent les surmortalités sur une vision très courte. Et par exemple, des choses qui ne sont pas forcément documentées de leur côté, c'est le fait que si par exemple on regarde la canicule de 2003, on voit que l'année 2004 a été particulièrement plus basse que d'habitude parce qu'on a observé une sorte d'effet moisson, mais à très long terme. Oui, le mémoire est disponible en entier sur le site de l'IA et normalement, il y a la vidéo qui sera également disponible comme tous les mémoires d'Actuaria qui sont au webinar. Alors, bonjour et merci pour votre présentation. Avez-vous observé l'évolution du nombre de jours moyens à l'optimum thermique par année dans vos projections? Je n'ai pas bien compris la question. Ce que j'ai pu regarder par contre, c'est que l'optimum thermique, il a évolué au fil du temps. Là encore, j'ai fait une partie dessus dans mon mémoire, donc c'est marqué plus en détail. Mais on a pu voir déjà que l'optimum a déjà augmenté en France. Donc, je pense qu'on va être bon au niveau des questions. Finalement, l'impact semble relativement limité, surtout sur des portefeuilles jeunes en prévoyance, par exemple. Pensez-vous que les assureurs devraient tout de même mettre en place des actions pour limiter ce risque sur la tarification, provisionnement ou autre? Si oui, à quel horizon? Euh, je suis d'accord avec vous, justement. C'est un peu le bilan de ce mémoire sur le fait que finalement les dommages sont assez limités. Et je ne suis pas certaine qu'on devrait mettre forcément des choses en place dessus, à voir peut-être sur tout ce qui est frais de soins et santé en fonction avec d'autres études qui pourraient sortir. Par contre, c'est des choses qui pourraient être intéressantes à modéliser dans le cadre d'ORSA, par exemple. Je pense qu'on a dû terminer au niveau des questions. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents et je vous souhaite une très bonne journée.